Chez Dolbo Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, au 88 276 0580. Monsieur Luc Allard et toute l'équipe des excavations Propel d'Albanel vous souhaitent un joyeux Noël et une excellente année à toute la population et désire remercier sa clientèle pour leur fidélité. Et n'oubliez pas, pour votre déneigement résidentiel ou commercial, les excavations Propel d'Albanel, ce sont eux qu'il faut appeler au 88 279 31 18. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Une autre année bien remplie se terminera bientôt. Profitons de ce temps des fêtes pour prendre un peu de recul et refaire nos forces. Je vous invite à réserver cette période pour fraterniser et célébrer avec vos proches dans l'harmonie et la chaleur de vos foyers. Pour 2017, le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. Toute l'équipe et la direction de Salaison-Besson désirent remercier sa clientèle de l'encouragement ainsi que la patience qu'ils ont démontré durant les travaux de rénovation qui sont terminés. Venez voir notre nouveau décor qui saura encore mieux vous servir pendant la prochaine année. Joyeux Noël et bonne année de la part de Salaison-Besson, qui est situé au 313 de quai Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 0606. On va parler de boxe, on va parler de l'année 2018, c'est la rétrospective de l'année. On va parler avec Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, évidemment, l'année 2018, écoute, ça a été, écoute, on peut pas dire que ça a été super positif parce que évidemment, il y a eu l'événement Adonis Stevenson qui vient vraiment assombrir l'année 2018 de la boxe, qui a quand même pas été si mauvaise que ça, faut se l'admettre. Au moment où on enregistre le podcast, on a eu des bonnes nouvelles hier, apparemment qu'Adonis Stevenson serait sorti du coma et progresserait. Ça, c'est quand même intéressant, ça. Ouais, on serait bien content, mais j'ai des doutes là-dessus. Effectivement, il y a eu des informations qui sont venues d'à peu près nulle part concernant ça. Puis il y en a eu d'autres qui ont dit non, ça n'a pas bougé, fait que ça a été démenti par après. Ah, c'était démenti. Donc, okay. Ouais, okay. C'est fait qu'on sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il y en est. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est que les plus belles choses arrivent dans le cas d'Adonis. Ça serait autant pour lui, sa famille, que le monde de la boxe. Là, on est tous inquiets avec ça, mais plus c'est long, moins ça annonce des bonnes nouvelles. Ah, effectivement. Ça fait passer beaucoup plus à David Whitten. L'année 2018, on va commencer par la scène locale et provinciale. Ça a été d'abord Marie-Ève Dicker. Moi, c'était ma révélation. Elle est devenue championne du monde. C'est sûr que la boxe féminine n'est pas ce qui est devenu, et pas la boxe masculine par contre. Maudit, c'est intéressant pareil. Puis vous avez, je le dis là, vous avez une prospect entre les mains là. Puis ça, j'en ai parlé dans les entrevues. Elle est belle, elle a du charisme et elle s'exprime bien. Puis c'est pas une nounoune. Là. Puis je pense qu'elle a tout pour vendre la boxe féminine au Québec. Là. Non, c'était un coup de cœur, je pense, pour l'année qu'on vient de passer. Elle a quand même collé 14 victoires en ligne, là, sans défaite. Donc, elle a un parcours irréprochable. Et elle avait un adversaire de taille. Là. C'est pas comme tu gagnes un championnat du monde, puis tu sais, t'es favorite sur papier. Là. Chris Nemus, c'est une dure de dur. Là, puis elle a vécu des situations de championnat du monde, puis de lui enlever son titre et de belle façon. À terminer le combat en force, et là tout le monde était conscient que on avait notre première championne du monde de boxe professionnelle de l'histoire au Québec. Donc ça a été, je pense, effectivement, comme tu l'as dit, au-delà de sa performance sportive, elle donne tellement de belle image à la boxe, tout le temps souriante, tout le temps de bonne humeur et toujours des propos à point. Se présente bien devant les médias. Donc, on ne pouvait pas avoir une plus belle locomotive que ça au niveau de la boxe féminine. C'était
tout un succès et on va se rappeler longtemps de ce combat-là contre Chris Nemus. Et aussi Alder Alvarez, ça c'est dans mes... dans tout le sport, parce que je fais une revue de rétrospective du sport en général, Alder Alvarez, c'est dans mon top 3 des événements sportifs positifs. Lui qui en a bûché, je me rappelle quand tu avais été chercher Bernard avec Oscar Rivas, tu disais, je me rappelle des propos, on disait que c'était l'équivalent d'un premier choix au repêchage. Là. Mais par contre, il a eu dur. Adonis l'a fait sécher pas mal. Arrive un combat contre Sergei Kovalev et à la surprise générale remporte ce combat-là. Oui, effectivement, là, c'était un long parcours après les Jeux olympiques de Pékin en 2008 quand Marc Ramsey et moi on a réussi à les attirer et puis ils sont venus en 2009. À un moment donné, ils sont repartis. Ils ont été un an en problème de visa. Et après ça, il y a eu des blessures d'un côté comme de l'autre. Et finalement, il y a eu la saga avec Adonis Stevenson. Donc, et surtout, il embarque avec Sergei Kovalev alors qu'il n'est pas favori du tout. Là. Les gens s'attendent à ce qu'il se fasse écraser. Puis finalement, c'est le contraire qui s'est produit. C'est une belle histoire d'un boxeur talentueux qui était persévérant, qui a travaillé fort. Puis là, il est arrivé finalement en haut de la pyramide. Et là, maintenant... Le combat déterminant, c'est au début février, quand il va avoir la revanche au Texas contre Kovalev. Si moi, je te garantis une chose, il bat Kovalev là, lui, sa carrière, là, elle va être vraiment là, en orbite. Et en plus, c'est pas que ça, là, c'est que il y a déjà des garanties là, de contrat là, magique millionnaire là, pour un bon bout de temps s'il devait gagner ce combat revanche-là. Et je crois bien que Marc Ramsey et toute son équipe vont travailler de façon à embouteiller Kovalev dans la première partie du combat, parce que dans le fond, c'est ça qui est le truc. André Ward l'avait démontré avant. Le problème avec Kovalev, c'est qu'il est excessivement dangereux dans les 6 premiers rounds. Et après ça, son énergie descend. Donc, ça rouvre la porte à l'adversaire. On va-tu corriger? Ben, on va s'en parler dans le deuxième bloc, parce qu'il y a un bloc 2018, mais il y a un bloc 2019. Qu'est-ce qui s'en vient? Mais penses-tu que tout le monde sait ça? Fait que j'imagine qu'on va travailler là-dessus du côté de Kovalev. Ouais, mais c'est parce qu'au-delà de, tu sais, on a sûrement travaillé là-dessus après le combat contre Andy Ward, le deuxième combat, où là, il a vraiment cassé. Mais à un moment donné, t'as beau travailler là-dessus, t'as-tu la capacité d'être capable d'être aussi endurant, aussi performant dans une deuxième partie de combat? C'est pas tout le monde, là, on n'est pas tous bâtis pareil. Donc, des fois, il y en a, ils vont changer des choses, ils vont penser, oh, on va être correct. Mais ça revient là, continuellement. Donc, en tout cas, c'est certain que ça va chauffer pendant les 6 premiers rounds, ça c'est sûr. Et là, c'est après ça là, que moi j'ai l'impression qu'Alvarez peut se détacher de Kovalev. Fait que on va souhaiter que c'est ça qui se passe, parce que si ça devait se passer comme ça, et Alvarez conserve sa ceinture, je te garantis, là, avec le contrat qu'il a signé avec ESPN, là, wow, c'est ce gars-là, c'est pas une maison qu'il va acheter en Colombie, c'est un gars complet. Oui, effectivement. Aussi, ça a été aussi l'arrivée aussi de Arthur Beterbiev qui lui a facilement gagné son combat lors du premier combat sur Daz Zone. Lui, ça a été facile. Il devrait avoir une belle année en 2019 dans son cas. Ben là, Arthur Beterbiev, c'est une bête, c'est un animal, c'est un doté de force de la nature et une grande expérience là, au niveau de la boxe olympique, ancien champion du monde amateur, 2 participations aux Jeux olympiques. Donc, on l'a vu depuis qu'il est arrivé chez professionnel, là, c'est comme il écrase tout le monde. Puis finalement, c'est pas parti pour arrêter. Il devrait connaître une très, très belle année en 2019. En tout cas, il continue. Là, ça va prendre toute une performance et tout un boxeur exceptionnel pour le tasser de là. Moi, je pense que c'est le meilleur au Québec et c'est un des meilleurs dans sa catégorie. David Lemieux, ça a été décevant dans son cas. Écoute, le dernier combat qui a eu lieu samedi dernier, en fait, on est le 20 décembre au moment où on enregistre le podcast, il n'a pas fait le poids encore une fois. Coudon, tu sais, on peut pas parler vraiment. Oui, on peut parler de déception, parce que c'est pas la première fois que ça arrive qu'il fait pas son poids, là. On va-tu prendre finalement la décision d'aller à 170 livres? Je pense que le fait qu'Alvarez boxe à 170 livres maintenant, lui n'aura pas le choix d'y aller, là. Ouais, ben, de toute façon, comme tu dis, il n'aura pas le choix d'aller à 168.
Mais c'est sûr que les perspectives de succès vont être pas mal moins grandes dans son cas, compte tenu qu'il va être tellement désavantagé physiquement. Tu sais, c'est un gars de 5 pieds 9, c'est un petit poids moyen, mais sa masse osseuse, sa masse musculaire fait en sorte qu'il y a de la misère à faire le poids tout le temps. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'il va poursuivre assurément chez les 168 livres, mais là, il va se ramasser devant des gros gars, là, des gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2, des gars qui, avec la réhydratation, vont être au-dessus de 185 livres. C'est certain que là, la perspective de redevenir champion du monde, elle s'amoindrit pas mal dans ce temps-là. Et Alvarez, ben là, on peut toujours souhaiter dire Alvarez, il est monté à 168, s'il reste là. Mais là, avec tout ce qui est arrivé, la problématique que David a causée, faut bien le dire, ben, c'est pas le fun de dire ça, là, on veut pas ça, mais avec Golden Boy, je suis pas sûr qu'ils sont chauds. Eux autres là, ils ont commencé à regarder ailleurs. D'ailleurs, ils l'ont déjà annoncé, là. On regarde des combats contre Jacobs, on regarde des combats contre Golovkin, le troisième combat. Le mieux est comme plus dans le mix, là. Donc, ça va y prendre... il va falloir un départ canon chez les 168 livres pour qu'il... Admettons là, qu'il repart. Là. Il a descendu pas mal. Là. Il montait les barreaux de l'échelle, mais là, il a pogné le serpent, là, qui est descendu pas mal. Effectivement. Puis là, ben, Jean-Pascal dit qu'il y aurait de la facilité sur les 168 livres. Es-tu d'accord avec lui? Ben là, la facilité, non. Je suis pas d'accord avec lui. Pas du tout. C'est certain que si tu lui mets des 160 livres qui sont pas classés dans le top 20, on va y ramasser à terre comme on va ramasser le protecteur buccal. Mais c'est quand tu arrives dans la Ligue majeure, là, quand tu pognes les 15 premiers, là, puis là, dans les 10 premiers, là, ça va être pas mal plus compliqué. Un gros travail, un gros chantier pour l'équipe de Marc Ramsey pour le ramener au sommet. Avant d'aller sur la scène internationale, il y a eu l'éclosion aussi. Ben, c'est pas l'éclosion, mais vous allez avoir de très, très gros prospects qui s'en viennent au Québec. Là. Je pense qu'on n'a rien vu encore. Ils sont pas nécessairement québécois. Je parle entre autres de Christian Mbili, qui est incroyable. Écoute, c'est une machine, ce gars-là. Batim Jibaev aussi. Et l'autre, le gros poids lourd, là, que j'ai de la misère à prononcer son nom, qui appartient à The Tigers. Ces trois-là, là, c'est trois... Makhmoudov, c'est trois champions du monde en devenir. T'es d'accord avec moi? C'est certain que Makhmoudov devrait se rendre éventuellement dans le top 10 mondial, mais quand tu arrives dans ton top 10 mondial, c'est des poids lourds, là, c'est tous des robots, là, tu sais. Et puis là, ça joue dur, ça joue fort, là. Est-ce qu'il va réussir, là? Ça, c'est le défi de tous les poids lourds. Quand il perd, arriver dans le top 10 mondial, c'est une maudite job. Puis là, essayer là, de performer là-dedans, on l'a vu au fil des années, là, quand il y en a un de notre gang qui arrive un peu proche, que là, ça l'a moins bien un peu. Là. À part Bernard Servan, qui est arrivé juste au bon moment à la bonne place. Mais il n'a pas resté là longtemps. Donc, oui, effectivement, Makhmoudov, il a le potentiel. C'est un gars qui a fait ses tasses en boxe amateur. Fort visitement, sérieux, belle équipe. Puis comme tu l'as dit, ben là, dans les meilleurs, là, ceux qui peuvent percer là, assez rapidement, ben, tu as Christian Billy, là, qui est tout à fait exceptionnel avec 13 victoires en 13 combats, 13 knockouts. Puis dans l'autre groupe, Sadriddine Akhmoudov, qui est vraiment, moi, je considère comme victoire en 6 combats. Akhmoudov est vraiment dans le groupe le plus talentueux, celui qui a le plus de potentiel, celui qui s'est surnommé le soldat du Québec. Là. Lui, avec ce qu'il a réussi chez les amateurs, devrait éventuellement, en tout cas, figurer là, dans le top 10 mondial assez rapidement. Et, disons que c'est en termes de gros potentiel, là, ces trois-là, Makhmoudov et Mbili et Akhmedov devraient être ceux-là à suivre dans la prochaine année. OK. Maintenant, on va aller sur la scène internationale maintenant. Il y a eu de grosses nouvelles dans le monde de la boxe. Je pense que c'était la fin. Ben, tu l'as dit, mais pour le moment, ils n'ont jamais dit qu'ils renonçaient totalement à la boxe. Mais c'est une grosse page d'histoire qui s'est tournée avec la fin du... au moins sur une base régulière de HBO. Après, je pense que c'est quoi? C'est 43 ans de boxe, 5 de grands champions du monde également. Donc, HBO qui passe le flambeau à Daz et ESPN. Ouais, ben c'est ça. Mais de notre côté, HBO a dit on se retire de façon générale. On se retire de façon régulière.
Mais il n'y a pas, on risque de revenir des fois occasionnellement. Donc, ils n'ont pas enterré encore, ils sont pas enterrés. Mais effectivement, là, ça risque de changer beaucoup là, le monde de la boxe là, avec la place qu'ESPN veut prendre associée avec Top Rank. Il y a Showtime qui est encore vivant et DAZN, qui est la grosse chaîne britannique qu'elle a, là, qui rentre dans le marché nord-américain, puis qui est vraiment très agressive. C'est une belle période pour la boxe parce que plus qu'il y a justement de diffuseurs comme ça, plus il y a d'argent qui circule, mais plus c'est encourageant pour les promoteurs et ceux qui sont en bas, là, qui suivent là, autant les gérants que les entraîneurs, que les boxeurs. Donc, à ce moment-là, il suffit de prendre sa place, à être à la bonne place au bon moment. Et je pense que nous autres au Québec, compte tenu de nos performances, compte tenu de la qualité de nos boxeurs, ben ça cogne en porte souvent. Là. Donc, les gros promoteurs, là, soit Groupe Yvon Michel ou Eye of the Tiger, ben ils ont la possibilité d'avoir des offres intéressantes. OK. Il y a eu aussi un combat intéressant qui a été gagné par Canelo Alvarez sur un Gennady Golovkin un peu vieillissant. Ouais, un peu vieillissant, mais encore là, tu sais, Golovkin, quand il y a eu le premier combat entre les deux, les gens se sont dit que Golovkin s'est fait voler. Quand le deuxième combat est arrivé, il y a une grande partie des experts pensaient que Golovkin a encore gagné. Le combat était plus serré. Finalement, bon, c'est Alvarez qui a gagné. Tout le monde a comme ravalé là-dessus. Mais non, oui, effectivement, Golovkin, les années passent. C'est tellement une longue et grande carrière. Mais c'est sûr que ça a lancé Alvarez, là, et là, maintenant, Alvarez, c'est le coq international, là, où tout le monde, c'est celui là qui je pense, qui détient le coffre-fort, puis tout le monde veut s'approcher de lui pour mettre la main dans le coffre-fort. Donc, et on sait que lui est tellement, là, c'est lui qui fait vivre la boxe à Las Vegas, là, c'est lui qui fait l'économie de la boxe. Les Mexicains déménagent là à chaque fois qu'il y a un combat, puis la ville est remplie finalement de latinos. Donc, effectivement, c'était de grands combats et on risque d'en avoir un troisième en 2019 et il n'y a personne qui va s'en plaindre. Effectivement, puis c'était très intéressant. Puis par la suite, Alvarez, ça a donné la chance à Alvarez de signer son gros contrat avec DAZN. Là. Aussi, parce qu'il est arrivé aussi Tyson Deontay Wilder contre Fury. Ça a été également un combat mémorable, ça. Tyson Fury. Oui, c'est un combat, ce qu'on peut appeler divertissant. Un peu spécial, surtout de par l'attitude de Tyson Fury. Donc, il n'y a personne qui s'est ennuyé dans ce combat-là. Et bon, là, tout le monde était un peu déçu quand il est arrivé avec la décision que c'était un combat nul parce que la majorité, encore une fois, pensait que Fury avait gagné malgré ces deux shots au tapis. Mais ça va te donner l'opportunité d'en avoir un autre parce qu'il n'y a personne qui s'est ennuyé dans ce combat-là. Là, c'était assez spécial compte tenu de l'attitude de Fury. Et Wilder, qui était moins performant qu'on aurait pu penser, il était plus hésitant, mais il y a de quoi, là. Écoute, on parle des bonhommes, là. 6 pieds 9, 6 pieds 7, 250 livres. C'est sûr qu'il concédait 44 livres, Wilder, à Fury. Donc, pour lui, le 44 livres, ça a paru, là. Effectivement. 2 boxeurs nous ont quittés, dans l'année 2018. Je parle, il y en a plusieurs, là, mais 2 mémorables au Québec, à tout le moins, là. Même 3. David Whitten est décédé cette année. David Whitten, Marcus Bayer, qui est très très jeune dans le cas de Marcus Bayer, tout le monde se rappelle de ce combat mémorable contre Eric Lucas. C'est probablement été le combat que moi, ce que j'ai vu, en tout cas sur la scène du sport, de la boxe professionnelle, où c'est un vol, là. Et aussi, l'autre, c'est, on parle, le troisième dont le nom m'échappe, mais parle-moi de Marcus Bayer, mais je vais te ramener avec l'autre que je trouve. Marcus Bayer, là, c'était en 2003 contre Eric Lucas, au moment où Eric était champion du monde, puis Eric avait pris la chance d'aller défendre son titre en Allemagne, et là, bien entendu, on pensait bien que ça y était, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais à l'analyse là-bas, sur place, pour TVA. D'ailleurs, TVA avait connu la plus grosse cote d'écoute
Le seul qui avait surpassé ça, c'était Wayne Gretzky des Kings de Los Angeles dans la finale de la Coupe Stanley. 1,9 million de codes d'écoute pour le sport. Et finalement, Eric Lucas contre Bayer, c'était quelque chose comme 1,7. En tout cas, pas loin de ça. Les gens revenaient pas. Tout le monde parlait de ça. Moi, quand je suis revenu, je me faisais arrêter sa vie par des malades de 75 ans. Puis tout le monde voulait m'en parler, là. C'était bien effrayant. Eric s'était fait voler. Puis même Bayer, lui-même était surpris de la décision, de par son attitude à la fin de combat. Le règne de Bayer n'a pas été tellement long par après. C'est un boxeur qui est un peu limité, boxeur gaucher. Il était pas puissant. Il était pas vraiment imposant physiquement non plus. Mais effectivement, comme tu dis, partir en bas de 50 ans pour un gars ou pour une femme, finalement pour un humain, là, c'est dans les années qu'on vit aujourd'hui, à l'époque qu'on est rendu, c'est très, très jeune et c'est très, très décevant. Ouais. On a tous resté surpris par ça, mais on n'est pas à l'abri, on le sait bien. Là, on se parle au téléphone, puis on sait pas ce qui nous attend. Patrice Lheureux, c'est le gars que je voulais rechercher, que j'avais perdu. Patrice Lheureux, lui aussi, c'est incroyable. Là. Patrice Lheureux, par son charisme, c'est pas nécessairement le plus grand boxeur, mais avec le peu de talent qu'il avait, écoute, il s'est rendu à un combat de championnat du monde contre Gennady. C'était pas Golovkin, c'était... il a fait une belle carrière. Povetkin, Alexander Povetkin, effectivement. Lui, là, il avait peu de talent, mais est-ce qu'on peut dire maximiser son talent dans le cas de Patrice? Puis quel bon gars semble-t-il? Moi, je l'ai pas connu, là. Ouais, c'était pas un combat de championnat du monde, mais c'est quand même battu contre Povetkin en Allemagne, qui était comme un éventuel champion du monde, un champion olympique. Et effectivement, quand ça arrivé, Patrice Lheureux, ça nous a brisé le cœur à tout le monde. Un bon vivant, un gars qui... Tu sais, souvent, les boxeurs, ils terminent leur carrière, sont en mer. Parce qu'un boxeur qui termine sa carrière, c'est généralement jamais bien drôle. C'est parce que la carrière lâche avant que le boxeur le lâche. Il lâche la carrière. Ça fait que souvent, c'est sur des défaites. Et ça a fait, c'est souvent la faute de tout le monde, sauf la sienne. Donc, le boxeur sort de là, il est aigri, il n'a pas de bonne humeur, il arrête de penser d'en faire encore. Dans le cas de Patrice Lheureux, lui, il a tout compris ça. Non, mais quand il a débarqué, il a dit « Wow, c'est beau ce que j'ai fait », puis il a pris le côté positif de ça, puis il s'est mis un sourire dans le visage, puis il a continué à avoir gardé ses amis. Puis effectivement, nous autres, on le voyait régulièrement au bureau. Là, à chaque fois qu'il travaillait pour ça devant le bureau, il arrêtait, puis il est tellement un bon bonhomme, là, puis ça nous a fait beaucoup de peine de se marier l'année d'avant. On n'en revient pas encore. Comment ça se fait que la vie nous l'a enlevé, parce que il donnait une belle image de la boxe en Mauricie, puis c'était un ambassadeur hors pair. Et on a juste des bons souvenirs de lui, puis on s'ennuie de lui tellement que... Et puis comme tu l'as dit, avec un talent aussi limité, là, lui était pas bâti pour la boxe pantoute, il était bâti pour le football. Puis il n'y avait pas de grande qualité, mais tellement travaillé fort qu'il avait réussi à devenir champion canadien, ce qui était quand même exceptionnel dans son cas. Hey, c'était pas chic dans le cas de Patrice Lheureux, là, son style, là, mais en tout cas, c'était pas... Et David Whitton, évidemment, qui lui avait été longtemps dans le coma, et quand on parle de Dennis Stevenson, c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé avec David Whitton. Lui est mort, je pense, c'est en mars, donc... qui nous a quittés. Hey, en terminant, on va y aller avec une bonne nouvelle qui est tombée à la fin de l'année. Guy Jutra au temple de la renommée de la boxe. Qui mérite ça, c'est vraiment... Tu sais, dans la vie, là, on a toujours des modèles. Comme entraîneur, là, moi, je suis encore, quand je suis pas actif, mon modèle a toujours été Bill Purson, c'est qui va avoir 100 ans l'an prochain. Sa santé est chambranlante, là, mais il était dans le gymnase encore jusqu'à l'année passée. Mais, tu sais, Bill Purson, là, moi, j'ai tout le temps regardé, puis wow, j'aimerais ça faire, qu'est-ce qu'il fait, j'aimerais ça vivre. Bon, dans le monde de la télé, là, on a Jean-Paul Chartrand-Senior, là, qui a 87-88 ans, là. Pas de ça, qui est le modèle à tout le monde, puis qui est réveillé, là. Lui, là, sa mémoire, il a fait travailler, là. Il a fait tellement travailler, là, qu'il a ramassé ben, tu sais, tu te dis, wow, je pourrais faire... Bon, mais pour les officiels, c'est la même chose avec Guy Jutra, là. Guy Jutra, là, une carrière exceptionnelle, internationale, autant comme arbitre, comme juge, comme superviseur des associations, des grosses associations. Et puis, quelqu'un qui a juste des amis, puis quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Guy Jutra, c'est un phénomène. C'est un chic type. Bernard, on fait une pause et je te reviens dans quelques instants donc pour savoir ce qui va se passer en 2019. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année dans le monde de la boxe avec Bernard.
Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 boulevard Amel Saint-Félicien 88 679 41 94. Le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walberg Dolbeau-Mistassini au 88 276 0580. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschaines, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 93 83. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaines Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! Et on va en entendre parler énormément. Il y a un gars chez les loups légers là, qui a mis la division de poids sur la map, Alexander Usyk, qui vient de battre Tony Bellew. Puis il a une grande année là, avec 3 victoires. Puis ce gars-là est invaincu, 16 victoires en 16 combats, médaillé d'or olympique à Londres en 2012. Et lui, il fait partie du trio d'enfer là, de l'Ukraine avec Lomachenko et Vosik et Usyk. Ces trois-là, les deux étaient à Montréal, le combat de Vosik, les trois partenaires qui étaient aux Jeux olympiques en 2012. Et Lomachenko va gagner l'or, Usyk l'or et Vosik le bronze. Donc, et aujourd'hui, les trois sont champions du monde. Donc, c'est certain que Usyk, là, lui, probablement, il va être considéré, puis probablement, il va être aussi le boxeur de l'année sur la scène internationale cette année à cause de ses réalisations. S'il l'est pas, il sera pas loin. OK. Bernard, évidemment, c'était quoi comment les boxeurs de l'Est sont dominants. Hey Bernard, en terminant, donc, moi, je te souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année. Merci encore une fois pour tes nombreuses collaborations. Tu es toujours prêt quand je t'appelle. Puis au plaisir de se reparler en 2011. Ça va venir vite parce qu'avec le combat d'Oscar Rivas, on va débuter avec ça. Ben oui, la même chose pour toi et tous les auditeurs. Ça me fait plaisir de collaborer. Puis on a toujours eu beaucoup de plaisir. Ça fait quand même, elle doit faire un 7 ans, certains. 10 ans. 7 ans. Ah ouais. Bon, mais 7 ans de bonheur. Fait que je suis chanceux. Ben merci. Fait qu'on se reparle en début de l'année. Merci beaucoup Bernard. Et soigne ta grippe. Salut. Bernard Barré, notre collaborateur de boxe.